Nous nous sommes quittés avec Verdi, et nous allons reprendre avec Verdi, juste pour situer sur Bastia à ce moment-là, on est aux alentours des années 1850. Jusqu'à à ce moment-là, à Bastia, il y a un théâtre en bois qui est Place du Marché. Ce théâtre, il a été construit par les autorités françaises, au départ plutôt pour les, les soldats, les officiers qui sont des nobles, qui ont une certaine culture musicale. Petit à petit, ça va vraiment drainer toute la population. Ce qui fait que quand Marbeuf meurt, Marbeuf est le propriétaire du théâtre. Le théâtre, c'est un bien qui lui est propre, comme sa maison, ses chaussures, et ses héritiers décident de le vendre. Et c'est un Bastiais, qui est un commerçant, qui va racheter le théâtre. Donc, c'est dire s'il y a un public à Bastia, puisque ce monsieur qui rachète le théâtre le rachète pour faire une affaire, pour avoir une société qui va lui être rentable. Et il va ensuite la louer à des compagnies qui vont devoir et payer une location et se payer sur les droits d'entrée du théâtre. Donc on est sur quelque chose qui va vraiment drainer la population. Ce n'est pas moi qui ai trouvé tout ça, c'est Jean-Christophe Litch qui a écrit un merveilleux ouvrage sur notamment la musique en Corse jusqu'au début du 19e siècle. Et le public est à ce point demandeur à Bastia que au milieu du 19e siècle, comme Bastia est une ville qui se modernise, la municipalité va créer un nouveau port, on crée de nouvelles artères comme le boulevard Pau, il y a la rue César-Camping qui n'existe pas encore puisqu'elle est la rue de l'Opéra, il y a le tribunal, il y a le jardin Romieux, voilà. On est dans une ville qui devient une ville du 19e avec tous ses équipements et le théâtre est un équipement indispensable pour cette ville-là. Donc on va décider de construire un théâtre en dur. Au départ, l'idée, c'est de le faire place du marché. Puis finalement, on va aller rue Favalli, dans un endroit qui est vierge, pour construire un bâtiment à la hauteur des exigences du public bastiais. Puisque le théâtre qui va ouvrir en 1869, c'est un théâtre qui a été commandé à un grand architecte italien spécialisé dans les opéras, qui s'appelle Andrea Scala, et c'est un théâtre qui peut accueillir 1200 spectateurs. Ce qui est énorme, puisqu'à l'époque, il faut voir que Bastia va en superficie de Saint-Joseph au bas de la place Saint-Nicolas. Que la rue César-Camping, elle est créée dans la continuité des travaux du théâtre. Donc elle n'existe même pas vraiment. Le bas du boulevard Paoli, vous êtes en pleine campagne. Donc c'est vraiment une ville qui est très réduite, mais qui a une énorme appétence d'opéra. Parce que c'est un opéra qui est créé beaucoup plus qu'un théâtre. Et si la partie consacrée au décor est tellement importante, parce que quand on regarde le plan du bâtiment, on voit bien que la scène, la salle et le péristyle ne représentent pas la majeure partie du bâtiment. La partie technique est beaucoup plus importante, et notamment les magasins de décors. C'est tout simplement parce qu'il va falloir proposer énormément d'opéras différents à ce public qui va venir tous les soirs pendant plusieurs mois d'affilée. Et c'est même un enjeu politique. Et donc c'est là que nous revenons à ce cher Verdi. Oui, la superstar de l'opéra italien du 19e, hein, il faut le dire. Et puis c'est normal parce que c'est quand même voilà, extraordinaire. Alors bien sûr, il va traverser presque tout le siècle. Hein, il va mourir en 1901. Et on est sur le jeune Verdi, on va dire, pas le très jeune Verdi, mais le jeune Verdi qui va sublimer le bel canto. Alors on avait Bellini, on avait Donizetti qui avait donné de l'importance à la mélodie, au timbre, une nouvelle façon de traiter la voix comme un instrument à cordes. Mais là, c'est vraiment avec Verdi, ça va prendre une ampleur. Et la voix aussi va prendre de l'ampleur. On va demander des voix de plus en plus rondes, de plus en plus dramatiques, en pouvant faire aussi bien des notes dramatiques que des notes aiguës, avec une exigence sur les couleurs, mais surtout sur les nuances, de pouvoir faire des pianis très filés, avec une musicalité quand même qui est grandiose. Voilà, Verdi, c'est grandiose. Alors, on garde toujours cette forme récitative air et cabalette,
Mais pour vous montrer un petit peu, ce que Verdi va faire de la voix, en fait, ce que Verdi va faire de la voix et des chanteurs, parce que on va passer à un chant tellement plus plein, tellement plus à pleine voix, tellement plus rond, que même techniquement, c'est une révolution. Alors, je vais vous chanter un petit peu, parce que, alors où j'en suis, voilà. J'ai choisi ce morceau que j'affectionne particulièrement, qui est tiré du Trouvère, qui est dans les 3 opéras de tête, si vous voulez, de Verdi. Verdi s'ennuyait une année, il a fait 3 opéras, 3 chefs-d'œuvre, Rigolette, Traviate et Trovatore, la même année. D'accord ? Pour vous donner une idée, hein, je ne sais pas, voilà, c'est à peu près ça, hein, un opéra. Voilà, vous voyez, il en a fait 3, comme ça, il s'ennuyait. Il y avait peut-être un confinement, je ne sais pas. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà, dans le Trouvère, je trouve que c'est du grand Verdi parce que c'est de la grande mélodie, vraiment. On se demande où il va chercher ça. Et puis alors, moi, je m'a fait découvrir le Trouvère, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de... L'histoire est tellement alambiquée. Oui, alors l'histoire... Elle est irracontable. Irracontable, de toute façon, tout le monde s'en fout. Excusez-moi, mais moi, personnellement, le Trouvère, bon, ça me retourne pas quand même. L'histoire du Trouvère, elle est presque improbable. Absurde. Elle est improbable. Voilà, elle est improbable. On jette des bébés dans le feu, on se trompe de bébé parce que bon, enfin, après tout, ça arrive. Hein, on se trompe de bébé, on en balance un autre dans le feu qui est le sien, enfin n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il en fait ? C'est sublime. C'est la force. C'est une musique sublime et qui est vraiment très 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 révélatrice de Verdi, de sa sensibilité et de cette précision qu'il demande, parce que si on regarde une partition de Verdi, tout est noté. Pourquoi c'est lié, pourquoi c'est pas lié. Alors cet air-là, donc ça je vous ferai pas le récitatif. Je vous avertis, je m'accompagne comme si je travaillais à la maison, hein, voilà, d'accord. Donc, on est entre nous, on n'est pas là pour faire un récital, mais pour vous montrer cette force extraordinaire de la mélodie. Et il commence par une des plus difficiles phrases du répertoire, qui doit être faite sans respirer, dans le grave pour une soprano, donc c'est pas là où on est le plus à l'aise, et tout est marqué. Comment on va faire enfler, diminuer le son, les trilles, c'est-à-dire hein, la manière vous allez l'entendre, de faire 2 notes très 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 vite ou d'accélérer, voilà, tout est écrit. Donc, et même les piani, non seulement c'est écrit piano, mais c'est écrit pianissimo, double piano sur la partition. Continuer parce que j'adore ce morceau de toute façon, mais le début c'était donc cette phrase là. Voilà, déjà rien que pour faire ça, merci, au revoir, on galère pendant des mois et des mois pour la faire exactement comme il la veut, puisqu'il l'écrit, à savoir les choses qui sont liées, c'est double piano con espressione, il l'écrit vraiment con espressione. La trille, là, est écrit, toutes les intentions sont là. Et ça, c'est nouveau que le compositeur aille à ce point de détail. Quand même. C'était un grand exigeant.
au point de vue de la composition, il composait beaucoup, mais c'est un bourreau de travail. Verdi est une personnalité, est un compositeur, mais c'est un homme de la terre. C'est quelqu'un qui est très proche de la vie paysanne qu'il a connue parce qu'il est né vraiment dans une région où il y a quand même une vie très dure. C'est quelqu'un qui est très exigeant, très précis. On n'est pas dans la légèreté, c'est pas du tout Rossini. Hein. Là, on n'est pas dans le léger. Là, on est dans le lourd, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Et bon, le résultat est là, c'est quand même Verdi. Donc, après, par exemple, vous avez voilà. Deuxième exemple de ce qui est pour moi le bel canto. Donc, allons-y. Vous êtes quand même consciente que c'est pire pour moi de jouer que de chanter. Hein. Voilà. Ça se voit pas. Voilà, cette partie-là, c'est, vous voyez, il faut en tout cas tendre vers tout suspendu, tout facile, pas de heurte, pas de tout, en se disant, tiens, voilà, je suis au piano, chez moi, dans le salon, je m'ennuie, je chante ça, voilà, ça doit ressembler à ça. Et c'est ça qui est bluffant dans la musique et dans l'interprétation du bel canto. Voilà. Donc, je suis toujours un peu émue quand je chante ce morceau. Il me touche particulièrement parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites sans paroles, sans les prononcer. Tellement de sentiments, voilà, différents et pudiques aussi. Il y a une sorte de pudeur aussi dans le bel canto. Hein. Tout est dit, mais avec pudeur et beauté, et dignité. Voilà. Et ce qui après ne sera plus le cas, hein, on va voir. Et puis, il y a Traviata. Alors, Traviata, pourquoi c'est si important? Pourquoi ça a eu tellement de succès? Au début, non, hein, la première, ça a été une catastrophe. Pourquoi ça fait rêver comme ça? Pourquoi c'est si prenant, que ce soit pour des artistes qui le font ou pour des gens qui vont l'écouter? Eh bien, parce que Traviata, c'est le tournant. C'est le tournant de l'opéra au XIXe siècle. Qu'est-ce qui se passe? Alors que dans la même année, il a fait ça. Hein. Eh bien, dans Traviata, il choisit
Peut-être parce que justement il avait fait avant le Trouvert et qu'il s'est dit bon là si je change pas de sujet je meurs, parce que pour lui aussi ça devait être quand même difficile à gérer ce genre de livret. Après il a fait Rigolette, bon aussi qui était sympa mais qui était quand même toujours assez avec une patine ancienne. Il fait Traviate. Alors là c'est donc la Dame aux camélias. Il adore le sujet. Ça lui parle énormément à cause de sa vie personnelle, puisqu'il vit avec, une cantatrice sans être marié. Et là, il aura vraiment toutes les critiques, les foudres, les jugements. Enfin, ça va être terrible pour tous les deux. Et donc, il va faire Traviate vraiment pour dire, mais regardez ce que ça peut faire, vos préjugés, votre éducation vraiment fermée, bornée, vos principes sans fondement, voilà ce que ça peut faire. Et là, c'est sûr que on est dans quelque chose qui est réel, qui est beaucoup plus réel. Alors, à l'époque, il va le placer en 1800. Eh oui, pour pas que ça soit trop osé. Et puis bon, on le mettra toujours après en 1850 à Paris. Mais au départ, il va. C'est pour ça que dans la mise en scène de Maria Callas à La Scala en 55, au début, elle a une robe qui est un petit peu, qui fait plus 1800 que 1850. Voilà, que Napoléon III, je dirais, hein, qui est vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, des rois, des reines, de la mythologie, eh bien on a une prostituée qui est malade, voilà, de la tuberculose. Bon, ça faisait pas très, c'était pas très attrayant à l'époque, c'est un peu, voilà, qui a une vie complètement dépravée, puisque la Traviate, ça veut dire quand même la dépravée, qui a une histoire avec un jeune bourgeois, donc il y a plein de transgressions, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Elle tousse sur scène, elle est malade, et puis finalement elle fait un geste immensément beau de générosité extrême et d'amour extrême, de sacrifice vraiment inattendu pour une prostituée. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Le public, tout d'un coup, il se dit, mais c'est la vie de tous les jours. Enfin, c'est la vie, en tout cas, c'est la réalité. Tout d'un coup, on passe à quelque chose qui a l'air vrai. Et ça va être, on dit, le début du vérisme. Alors, après, il faudra beaucoup de temps pour que ça arrive quand même. Mais il y a un point de départ, c'est-à-dire que structurellement, on a parlé donc de ce récitatif Ereka Ballet. Je vous avais dit dans l'épisode précédent qu'on pouvait mourir en faisant yam pam pam, voilà, bon, parce que c'était comme ça, il fallait faire la cabalette de manière virtuose. Et bien là, qu'est-ce qu'on a? Tout d'un coup, quelqu'un qui dit, eh ben moi, je vais faire des choses qui ont l'air, qui s'intègrent au drame. C'est-à-dire qu'il va faire notamment le premier récitatif Ereka Ballet qui va conclure le premier acte de Traviate pour la soprano, où il va faire le récitatif où elle exprime vraiment le texte, ensuite un air magnifique d'amour, de romance, et la cabalette, il va l'inscrire dans le caractère du personnage, c'est-à-dire cette fille, elle va dire « Ouh là là, non, attendez, je ne vais pas tomber amoureuse, parce que là, ça va me rapporter que des problèmes, il vaut mieux que je reste libre et que je m'éclate. » Et là, elle chante sa cabalette. Donc, il y a un sens théâtral tout d'un coup qui arrive. C'est-à-dire, c'est plus parce qu'il faut le faire, mais on intègre la structure, on fait en sorte qu'elle colle avec le drame et qu'elle colle avec la personnalité. Ça devient un ressort narratif. Exactement. Pareil pour la structure de l'air du baryton dans le deuxième acte, où c'est le père, donc le père très bourgeois et qui vient, le méchant en quelque sorte, de l'opéra, eh bien il va écrire son air d'une manière beaucoup plus ancienne pour vraiment
Ça pourrait être du Donizetti ou du Bellini, son air. Au niveau de l'écriture musicale, parce qu'il veut signifier que c'est un rétrograde, c'est qu'il n'avance pas, qu'il n'a rien compris, qu'il est enfermé dans ses certitudes du siècle dernier. Il va situer chronologiquement les personnages par rapport à son écriture. Oui, et par rapport à son écriture, et il va y avoir on va dire une logique, il va y avoir un sens. Il va donner un sens à cette structure qui jusque-là était rigide, récitatif, air et cabalette, quoi qu'il arrive, même si on meurt, même si on est presque mort, c'est pas grave, on est par terre, mais on va chanter avec des suraigus. Tout d'un coup, et là, c'est la magie qui s'opère, c'est-à-dire que là, c'est vraiment, on va passer à quelque chose qui est tellement touchant pour le public que ça va ouvrir la voie à une autre période, à du grand romantisme d'abord, parce que lui aussi, il va évoluer, Verdi, puisqu'il va, traverser encore toute la fin du 19e siècle. Et quand il va avancer comme ça sur son chemin de compositeur, et petit à petit, il va être moins belcantiste. Il va commencer à mettre beaucoup plus de choses réelles, de choses dramatiques, de choses plus viscérales. On va passer tout doucement vers une écriture beaucoup plus harmonique, moins mélodique comme au début, mais plus pour l'orchestre. Et la voix, là, elle ne peut plus trop être un instrument à cordes, elle va passer en cuivre. Voilà. C'est-à-dire que s'il fallait un peu symboliser les choses, pour le bel canto, la voix, c'est un violon. Pour Puccini, qui arrive donc après Verdi, enfin sur la fin de Verdi et qui lui va mourir en 1923, la voix est considérée comme un cuivre, comme une on va dire, un cor, une trompette, voilà. Donc un instrument en tout cas avant, plus un instrument à cordes, avec moins d'importance pour la couleur et plus pour le volume, pour la patte. Voilà, on passe à autre chose. Verdi, bien sûr, jusqu'au bout, va écrire quand même de manière assez belcantiste, c'est sûr. Mais il va tendre vers autre chose. C'est lui qui ouvre la voie. C'est-à-dire qu'il est allé à ce point peut-être au bout. Ben oui, parce qu'il a vécu longtemps. Voilà. Il a vécu avec une chanteuse, donc je pense qu'il a aussi beaucoup réfléchi à la voix, au personnage, à ce qu'il voulait. Quand vous allez chez lui, là où il vivait, son piano, qui est le même que celui-ci, qui est un Erard de la même époque, de 1880, il est dans sa chambre. Donc c'est un compositeur qui compose la nuit dans sa chambre. Donc c'est quelqu'un quand même qui est très très proche de son époque aussi. Il fait beaucoup de politique. Toute l'œuvre de Verdi est empreinte quand même de plein de messages politiques au temps où l'Italie était envahie par les Autrichiens. Il y a la fameuse scène dans Sissi impératrice, voilà, que je trouve moi personnellement tout à fait époustouflante, puisqu'on voit... Ben oui. C'est nos souvenirs de jeunes filles, enfin de petites filles. Oui, nous avons les mêmes références. L'empereur d'Autriche visite l'Italie pour montrer son emprise sur ce territoire. Il arrive à l'Opéra de Venise. C'est à Venise, oui, c'est à Venise que ça se... Non, c'est à Milan. Milan. Ils sont à la Scala. Il arrive avec l'impératrice et le parterre, qui est donc la partie réservée au public le plus aisé, se remplit. Et ce ne sont pas les nobles italiens qui ont été invités. Ils ont donné les invitations à leurs domestiques. Et ce sont les cochers, les cuisinières, qui vont arriver. Et le morceau d'introduction qui est joué est un morceau de Verdi. Du Nabucco, qui est le cœur des esclaves, et qu'il a fait vraiment en filigrane, justement parce qu'il disait que c'était pour se libérer du joug des Autrichiens, comme les Hébreux, soi-disant, de l'opéra devaient eux aussi prendre leur liberté, quoi, voilà. Donc, oui, c'est quand même un personnage à lui tout seul, le Verdi aussi. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est vraiment central dans le 19e siècle. Il l'a traversé. C'est un personnage à lui tout seul, et c'est la richesse de sa composition qui permet de se rendre compte à quel point l'opéra, à ce moment-là, c'était vraiment au
cœur de la vie, de la vie. bien sûr, c'était populaire. Ce n'était absolument pas, voilà, c'était... Et c'était fort comme message, Oui. parce que même quand il fait Traviata, il faut quand même y arriver, à dire voilà ce que fait votre éducation. Et donc on arrive à Puccini, au vérisme, toute la fin du 19e et puis tout le début du 20e, avec des thèmes qui sont des thèmes sociaux. Là, on n'est plus du tout dans la mythologie, dans les rois, dans les reines, non. On est dans la vie de tous les jours, avec des problèmes de tous les jours, dans la misère, les problèmes d'argent, la maladie, voilà, les histoires d'amour, possibles, impossibles, souvent impossibles à l'opéra évidemment, sinon c'est pas rigolo. Voilà. et donc là, il y a tout un autre univers qui arrive, mais qui ne peut arriver que parce qu'il y a eu le bel canto avant. Hein, c'est vraiment parce qu'il y a eu Verdi surtout. Si il fallait retenir une seule chose, c'est que Verdi, c'est le bel canto, puisqu'il a emmené à son apogée sublime. Il a vraiment sublimé ce style. Et on arrive au XXe siècle, en fait, hein, à une autre vision de la vie, de l'opéra et de la place de l'opéra. Parce que bientôt, il y aura d'autres spectacles, comme le cinéma, voilà, et qui vont changer la donne. Qui vont changer la donne. À Bastia, justement, au tournant du XXe siècle, l'opéra devient de plus en plus compliqué parce que très coûteux aussi. Oui, faire venir une troupe d'opéra, ça veut dire faire venir des chanteurs, faire venir des décors, des costumes. Un orchestre. Et un orchestre. Et des chœurs. Et des chœurs. Au XXe siècle, donc Bastia, progressivement, alors la direction du théâtre va être confiée à des particuliers, ça va être mis en location en quelque sorte, et on va voir justement pour permettre au théâtre, à l'opéra de perdurer, d'autres choses arriver, alors des spectacles de music-hall. Et puis, alors là, je cite André Santé, qui avait fait une thèse magnifique sur la programmation de l'opéra de Bastia. On va avoir aussi arrivé l'opérette. Et oui. L'opérette. Et oui. Voilà, qui est plus légère, qui est plus facile. Qui est moins coûteuse. Qui est plus facile, attention, hein, pas vocalement. Hein. Pas vocalement. Je dis qui est plus facile à mettre en œuvre, hein, parce que j'adore l'opérette et c'est quelquefois très difficile, l'opérette. Mais c'est un autre monde, c'est une autre époque aussi, et puis on a peut-être envie. Hein. On a besoin de légèreté aussi. On a besoin de légèreté, ça va être les années folles, ça va être l'entre-deux-guerres. Et... Tout à fait. Voilà comment l'opéra est le miroir de la société. Donc, ce voyage à travers le bel canto dans l'histoire de Bastia et le bel canto en général vous a été proposé par la ville de Bastia dans le cadre du projet européen Great Access. Et nous vous invitons à diffuser autour de vous l'information comme quoi ces 2 épisodes sont visibles par tous. Merci.